Bonjour, nous sommes ici au Liban, à Beyrouth, pour une grande interview avec Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault-Nissan, accusé de malversation financière et d'abus de confiance aggravé. L'ancien magnat de l'industrie automobile, dont la saga s'écrit en 5 chapitres pour l'instant. On se souvient de ce coup de tonnerre en novembre 2018 avec son arrestation, sa remise en liberté sous caution après 130 jours de prison, sa fuite du Japon, son arrivée ici au Liban le 30 décembre dernier et puis cette conférence de presse mondiale le 8 janvier dernier. Carlos Ghosn, merci d'avoir accepté l'invitation d'RT France. Alors on se retrouve donc 2 jours après votre première sortie médiatique depuis cette évasion spectaculaire du Japon, ici au Press Club à Beyrouth. Vous avez assuré le show lors de cette conférence de presse avec un marathon médiatique. Est-ce que vous êtes content du résultat pour l'instant ? Écoutez, moi je ne suis pas content du résultat pour une raison très simple, c'est que je ne connais pas encore les résultats. C'est-à-dire que je vais attendre que la presse parle de cet événement, tire de cet événement un certain nombre d'informations, et c'est ça qui va déterminer si cet événement a été un événement efficace ou pas pour passer le message que je voulais passer. Il faut mettre ça dans la perspective du fait que je n'ai pas pu parler pendant 14 mois. Depuis mon arrestation, c'est la première fois où j'avais la possibilité de parler librement à la presse. Donc, pour moi, c'était une occasion très très importante de m'exprimer, de présenter mon point de vue, de partager mon expérience. Donc, sur ce plan, c'est réussi puisque j'ai pu dire tout ce que je voulais dire. Maintenant, j'écoute les remarques qui reviennent de la part des médias de façon à pouvoir corriger le tir s'il le fallait, s'il y avait des choses qui restaient encore dans l'obscurité, il y a des choses qui mériteraient qu'on revienne de façon à bien faire comprendre quel est le message. Donc, ça n'est pas terminé, ça va prendre un petit peu de temps, mais tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant est plutôt satisfaisant. Alors c'est vrai que vous êtes revenu longuement sur les raisons de votre arrestation, c'était la principale raison d'ailleurs de cette sortie médiatique. Vous avez expliqué qu'il y a eu la chute des performances de Nissan à partir de 2017, les bonifications des droits de vote accordés à l'État français dans le capital de Renault. Ça, on l'a bien compris. Mais est-ce que vous pensez également que votre chute, elle est liée à un autre contexte, cette guerre commerciale autour de l'industrie automobile? Finalement, vous étiez devenu gênant au Japon et peut-être aussi gênant aux États-Unis. Oh, je ne sais pas s'il était gênant aux États-Unis, mais le fait est que j'avais pu constituer un groupe automobile franco-japonais qui est devenu le numéro 1 mondial. En 2017, Renault-Nissan s'est retrouvé en première position devant les groupes Volkswagen et Toyota, et j'avais bien l'intention de maintenir cette position, voire même de la croître, puisque j'étais en discussion avec John Elkann, le patron de Fiat Chrysler, l'actionnaire de référence de Fiat Chrysler, de façon à faire ensemble le plus grand groupe automobile mondial et de loin. Donc j'étais en pleine dynamique stratégique d'une certaine manière. Je n'allais pas m'arrêter là où j'étais, je voulais pousser, et c'est là où, en novembre 2018, tout ceci a été arrêté par l'arrestation surprise que j'ai suivie au Japon. Vous étiez leader mondial en termes de vente avec Mitsubishi aussi. Bien sûr. Ça, ouais. Et aussi, il y a cette décision que vous aviez prise concernant Renault, maintenir Renault en Iran, malgré les menaces de sanctions américaines contre les entreprises, toujours en affaire avec la République islamique. Là encore, est-ce que vous pensez que ça a aussi joué dans votre chute ? Je ne pense pas, parce que finalement, en Iran, on avait arrêté les activités, puisqu'on avait suivi les décisions du gouvernement américain de maintenir l'embargo sur l'Iran. D'ailleurs, tout ça s'est fait en consultation avec le département d'État américain. Ça s'est fait à la demande du gouvernement français, qui nous avait demandé de collaborer en direct avec le département d'État, de façon à ce que Renault ne se retrouve pas dans une situation compliquée vis-à-vis des Américains. Donc, tout a été fait avec l'accord des Américains. Mais moi, j'ai dit très clairement, je ne souhaitais pas sortir d'Iran, parce que pour moi, même si nous allions baisser nos activités en Iran, parce que pour moi, le marché iranien était un marché important qui, au-delà des difficultés immédiates actuelles, allait un jour ou l'autre s'ouvrir. Et le jour où il serait ouvert, il fallait surtout que l'on puisse être présent et que l'on puisse
avoir été là pendant très longtemps pour observer, comprendre, étudier le marché iranien pour pouvoir se développer quand ce serait possible. Mais indépendamment du management, des problèmes internes à cette alliance que vous avez pu rencontrer, justement, ce contexte géopolitique, vous pensez qu'il a joué un rôle ? C'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est que le contexte géopolitique n'était pas très favorable, puisqu'on voit maintenant la montée des nationalismes. À partir du moment où on voit la montée des nationalismes, tout ce qui est alliance, coopération internationale, quelque part devient suspect. Cependant, quand je dis suspect, c'est pas impossible. Vous savez très bien que Renault a fait une alliance avec Avtovaz en Russie et que ça a très bien marché. Mais ça s'est passé progressivement. C'est-à-dire que le fait que Renault travaille avec Avtovaz et puis l'alliance travaille avec Avtovaz, c'est-à-dire propriétaire de la marque Lada, c'est pas quelque chose qui s'est passé en un jour. Au départ, on a eu l'autorisation d'avoir 20% du capital, on était minoritaire. Et puis petit à petit, au vu de la qualité de la collaboration qui avait lieu et du fait que c'était du gagnant-gagnant, que c'était pas on écrase Lada et on remplace tout par des Renault et des Nissan, mais au contraire, on fait développer Lada, le gouvernement russe a accepté que l'on monte dans le capital d'Avtovaz sur la base d'une coopération qui était équilibrée. Vous voyez ? Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec la montée des nationalismes, il faut, pour que les coopérations réussissent, il faut à tout prix faire patte blanche, il faut à tout prix montrer que ceci ne va pas se faire au détriment des identités locales. Il faut que les identités locales se sentent rassurées dans toute coopération. Alors c'est vrai que, en tant qu'ex-patron du CAC 40, vous aviez quand même un profil assez atypique, on le remarque encore aujourd'hui. Est-ce que finalement, quand on est un patron du CAC 40, est-ce qu'on est libre réellement De moins en moins. Hein. Je pense qu'on est de moins en moins libre, ce que je déplore. Mais c'est vrai que je suis un patron atypique. J'étais un patron atypique du CAC 40. Mais je dirais, je ne m'en plaignais pas. Hein. J'ai fait des choses qui étaient atypiques. J'ai construit un groupe qui était atypique. Ce n'était pas une entreprise, c'était un groupement d'entreprises. Ce n'était pas une fusion, c'était une association. On obtenait des résultats. Donc tout ce qu'on avait fait est atypique. Et quelque part a été un peu atypique. Donc je suis habitué à vivre dans des systèmes atypiques. Et surtout à survivre dans des systèmes atypiques. Ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est même parfois dangereux. Mais c'est possible. Alors, vous profitez, vous le dites vous-même, vous profitez pleinement de votre liberté retrouvée ici au Liban. La justice libanaise qui vous interdit quand même de quitter le territoire. Cela ne vous inquiète pas ? Non, ça ne m'inquiète pas. Dans tous les cas, je vous ai dit, moi je ne cherche pas à fuir la justice. Au contraire, je recherche la justice, puisque mon objectif c'est de lever tous les doutes qui ont pu être jetés sur mon nom au travers de la campagne éhontée qui a été menée par Nissan et par les procureurs japonais et relayée par leurs acolytes en France et autre part. Donc mon souci c'est de pouvoir me défendre et de pouvoir démontrer que tout ceci n'a pas de sens et n'a pas de base. Si j'ai quitté le Japon, c'est parce que j'avais perdu l'espoir que le Japon j'aurais un procès équitable. Et j'avais perdu même l'espoir que ce procès pouvait se tenir dans des délais raisonnables, puisqu'au bout de 14 mois, on n'avait toujours pas de date pour le début du procès. Vous êtes sous le coup d'un mandat d'arrêt international dans le collimateur d'Interpol, et c'est donc à sa demande aussi que la justice libanaise se penche aussi sur votre dossier. Vous a entendu. Elle va demander donc votre dossier judiciaire. Ça veut dire qu'on se dirige vers un jugement ici, au Liban ? Pourquoi pas ? Et ça arrange vos affaires ? Je ne sais pas que ça arrange vos affaires. Au moins, au Liban, je peux avoir une défense. Vous savez, au Japon, 99,4%, les procureurs gagnent. Ils sont certainement très intelligents, ils sont certainement très efficaces, mais quand même, ça fait un peu bizarre comme pourcentage. Au Liban, on n'a pas ce genre de statistiques, et il y a une défense. Vous pouvez vous défendre au Liban, et vous avez une liberté de parole. Donc, moi, c'est ça ce que je recherche. C'est un pays où je puisse être jugé, où j'ai une liberté de parole, je peux me défendre, et je peux me défendre sans subir les vexations d'un système qui veut à tout prix que je confesse des choses que je n'ai pas faites. Mais le problème, c'est que si vous répondez à la justice ici, vous avez des amis, des soutiens, ce sera difficile alors de défendre votre statut de justiciable comme tout le monde. Bon, pourquoi vous avez des doutes sur le système libanais ? Moi, je n'en ai pas. C'est-à-dire que
Moi, je pense que, aussi bien au Liban qu'en France ou au Brésil, l'État national de ces trois pays, un jugement dans n'importe lequel de ces trois pays serait tout à fait normal. Il se trouve que je suis au Liban. Je ne sais pas si ça se passera au Liban, ça se passera ailleurs. Pour l'instant, je ne peux pas quitter le Liban, mais ça ne veut pas dire que ça va durer éternellement. Moi, je fais confiance à la justice libanaise, je fais confiance à la justice française, je fais confiance à la justice brésilienne. Je ne fais pas confiance à la justice japonaise, c'est clair. Et c'est bien pourquoi j'ai décidé de quitter le Japon. Non, mais parce que c'est important pour vous, on l'a compris aussi, d'expliquer que vous êtes un justiciable comme tout le monde et que vous recherchez justement un procès équitable et transparent. Mais on est au Liban ici, on sait que vous avez des soutiens. Ben, heureusement que j'ai des soutiens. Mais alors, je dirais, moi, je ne vais pas aller rechercher des pays où je n'ai que des ennemis, ce qui a été un peu le cas du Japon. Le fait de disposer d'un soutien n'est pas quelque chose d'anormal. Maintenant, je ne cherche pas des faveurs, je cherche uniquement un système équilibré dans lequel la défense puisse s'exprimer. Vous pensez que la demande du Liban, de la justice libanaise plus précisément, elle a des chances d'aboutir ? Parce que le Japon, on sait que les autorités japonaises ont réagi avec beaucoup de virulence, juste après d'ailleurs cette conférence de presse que vous avez livrée. Oui. Il y a une réaction virulente. Est-ce que cette demande de la justice libanaise peut aboutir ? La demande de la justice libanaise de faire quoi ? Votre dossier judiciaire, justement, qu'elle réclame. Je sais, j'en sais rien. Franchement, moi, je ne suis pas un spécialiste du droit international de ce qui se passe entre les pays. Ce que je sais, c'est que le Liban, comme la France et le Brésil, n'extradent pas leurs citoyens. Ça, je le sais. Bon, le gouvernement français l'a d'ailleurs répété, en disant que si Carlos Ghosn vient en France, il n'y a aucune chance qu'il soit extradé au Japon. Bon. Les autres pays ne se sont pas prononcés, mais la pratique, elle est très claire. Donc la possibilité de revenir au Japon pour être jugé au Japon, je pense qu'elle est très peu probable. Ceci étant dit, moi je ne demande pas du tout qu'il n'y ait pas de jugement. Moi, je souhaite ça peut se passer en France, par exemple. Pourquoi pas ? Dans n'importe quel système dans lequel vous avez les droits de la défense et dans lesquels les personnes qui sont suspectes peuvent se défendre. Votre épouse, elle est également sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par la justice nippone. Est-ce que vous souhaiteriez là également que la justice libanaise se saisisse de ce dossier ? Écoutez, elle, c'est encore plus flagrant, je dirais, de la manipulation par la justice japonaise, puisque elle, 9 mois après avoir fait une déclaration devant le juge et devant les procureurs, 9 mois après la déclaration, il vient nous dire qu'ils ont une suspicion qu'elle aurait fait une fausse déclaration. 9 mois après avoir fait la déclaration. Donc, et ceci, 24 heures avant ma conférence de presse. C'est une drôle de coïncidence quand même. Donc, tout ça, c'est pas très sérieux. Pour moi, c'est de l'acharnement, c'est rien d'autre. Puis lancer un mandat d'arrêt international contre une personne, ce que j'ai compris, c'est que parce qu'elle n'aurait pas dit qu'elle connaissait quelqu'un, que par ailleurs elle devait connaître parce qu'elle a rencontré une fois, je dis, ça ne tient pas la main, c'est pas sérieux. C'est de l'acharnement. Ils se sont acharnés sur Carole parce qu'elle est importante pour moi. Je n'ai pas pu la voir ni pendant 9 mois, pour des raisons que même mes avocats disent ne pas comprendre, en disant que ce sont des raisons qui ne sont pas justifiées par la loi. Ça veut dire que la justification, elle est autre. Bon, c'est une affaire très trouble. Alors c'est vrai que vous avez dénoncé la collusion entre Nissan et le parquet nippon. Vous dénoncez une justice nippone partiale. Oui. Vous avez même décrit en détail vos conditions de détention. Vous venez de faire évoquer justement votre épouse avec laquelle vous ne pouviez pas du tout communiquer durant votre détention. C'était difficile pour vous. Une fois que vous en aurez terminé avec justement ces épisodes judiciaires, est-ce que vous vous sentez-vous capable par la suite justement de vous engager pour alerter les instances internationales sur ces failles présumées au sein de la justice nippone que vous dénoncez ? Mais ça, c'est sûr que je le ferai. Premièrement, parce que j'ai en tête Greg Kelly, qui est toujours là-bas. J'ai en tête les dizaines de milliers de Japonais qui subissent ce système, et d'étrangers d'ailleurs, qui subissent ce système. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas la voix que j'ai, ils n'ont pas les moyens que j'ai. Moi, je suis tout à fait conscient du fait que je suis privilégié d'être connu. Donc, mon cas a été défendu, a été suivi au niveau mondial. J'ai pu me payer des avocats qui ne sont pas à la portée de gens qui n'ont pas les moyens que j'ai, et je sais que je suis privilégié de les avoir. Et ceci me rend encore plus motivé
pour ne pas me désintéresser d'une cause qui est une cause humaine. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines de milliers de personnes au Japon qui sont broyées par le système, et c'est un système qui est foncièrement vicié. C'est le système de la justice de l'otage, dénoncé par les Nations Unies. Les Nations Unies ont qualifié le Japon de système de justice de l'otage, et on ne peut pas laisser les choses en tant que telles. On ne peut pas ignorer ce fait. Et le fait que le Japon dise il n'y a rien d'anormal dans notre système, nous respectons tous les traités que nous avons signés, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et les faits prouvent que ça n'est pas vrai. Donc on ne peut pas continuer avec cette supercherie. Il faut à tout prix la dénoncer de façon à ce qu'un pays comme le Japon puisse modifier, qui par ailleurs a beaucoup de qualités, un pays très moderne, puisse arrêter et modifier ce système. Et vous vous en douciez, vous, de ces dysfonctionnements ou pas? Pas du tout. Si je m'étais douté de ce dysfonctionnement, j'aurais quitté le pays immédiatement. J'aurais quitté le pays immédiatement parce que je sais quels sont les dangers d'une justice déséquilibrée. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans justice. Alors, ça n'existe pas. Vous avez également expliqué, Carlos Ghosn, avoir fait l'objet d'enquêtes qui auraient coûté des dizaines de millions... 200 millions de dollars. 200 millions de dollars d'après Bloomberg. À Nissan, justement, pour détruire votre réputation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces audits? Il y en a eu plusieurs. Comment ça s'est déroulé? 200 millions de dollars d'après Bloomberg payés par Nissan pour l'enquête. Ils ont utilisé l'argent des actionnaires pour mener quelque chose qui n'a rien à voir avec l'intérêt des actionnaires. Mais je vais vous donner un exemple, c'est très simple. Depuis que j'ai été libéré sous caution, je suis suivi tous les jours, avec des personnes dans des voitures, des personnes dans des motos. Tous les jours pendant 9 mois. Donc vous imaginez le coût de cette opération. Qui c'est qui paye? Japan Service Inc. organise cela. C'est une entreprise, on l'a détecté. Qui c'est qui paye Japan Service Inc? Nissan. À qui ces rapports de suivi sont donnés? Au procureur. Et vous avez les preuves, vous, d'un audit faussé? Mais bien sûr, j'ai des preuves. On a des photos des voitures qui nous ont suivis. On a l'identification de l'entreprise par les entreprises de location de voitures. On sait que Japan Service Inc. est un des fournisseurs de Nissan. On sait qui est en train de payer Japan Service Inc. C'est M. Onuma. M. Onuma, toutes les semaines, a une rencontre avec les procureurs. Enfin, je dirais, le nombre d'évidences. Et ça se fait avec, je dirais, toute la tranquillité possible, alors que c'est complètement hors la loi. Et ça, c'est du breach of trust, c'est-à-dire vous utilisez l'argent des actionnaires pour aider les procureurs à aboutir sur une enquête qui n'a rien à voir avec l'intérêt des actionnaires. Et ces documents-là, ces preuves dont vous disposez, vous allez... Ils sont au Japon. Ils sont disponibles? Ils sont au Japon avec nos avocats. On va voir comment ça va se passer. Ils sont au Japon avec nos avocats. Parce que le problème, lors de la conférence de presse, c'est que vous avez effectivement projeté des documents qui étaient illisibles. Non, mais vous comprenez bien que dans une conférence de presse qui a duré 2h15, je n'allais pas éplucher des tas de documents, parce que là, vous serez resté 5 heures, vous ne serez pas resté grand monde éveillé. Hein. Donc, moi, ce que je voulais éviter, c'est qu'on ne vous assomme avec des données juridiques. Par contre, ce que j'ai dit, c'est que ces documents seraient à la disposition de la presse qui le souhaite, avec mes avocats au Liban ou en France, ou dans d'autres pays. Et nous sommes en train d'analyser un système dans lequel on va les mettre à la disposition de façon à ce que vous puissiez les consulter. D'ailleurs, ces documents, ceux que je vous ai montrés, ne sont pas les seuls. Il y en aura d'autres qui existent, et il y en a d'autres qui vont venir se rajouter à cela, puisque entre-temps, nous continuons à recevoir des documents de la part des procureurs. Donc, si vous êtes en mesure de prouver qu'il y a eu des audits pour détruire votre réputation, si ça s'avère exact, cela révèle quand même des méthodes d'usage au Japon, qui méritent l'attention de... Si c'était le premier cas où ça se passait, bon, les gens vont dire oui, bon, ça paraît extraordinaire. Mais vous en aviez conscience de ces méthodes, puisque vous étiez vous-même au Japon. Il y avait un soupçon sur ce qu'on appelle Japan Inc., la collusion entre les autorités japonaises et les entreprises japonaises. Il y a eu des tas de faits qui se sont passés dernièrement qui sont un peu troublants. Le fait qu'il y a des entreprises japonaises qui étaient responsables de grosses malversations, voire même d'accidents mortels. Vous avez l'histoire des airbags de Takata qui ont provoqué des tas de morts. Est-ce que quelqu'un a été condamné au Japon? Personne. Est-ce que quelqu'un a été poursuivi? Rien du tout. Vous avez l'histoire des fuites nucléaires dans le cadre de Fukushima, quand il y a eu, etc. Personne n'est rentré en prison. Il y avait l'histoire Olympus, le scandale d'Olympus, personne n'est rentré en prison. Enfin, on savait bien qu'il y avait une sorte de... C'est-à-dire que finalement, vous avez une justice pour les Japonais, une justice pour les autres. Et que par contre, si vous n'étiez pas japonais, ils sont extrêmement durs avec vous.
Par contre, quand vous êtes japonais, vous avez une petite tape sur la main et puis on met ça sous le... On a plein de cas comme ça. Qu'est-ce que vous pensez des lanceurs d'alerte? Moi, je ne payais pas trop d'attention. Je regardais ça, je me dis, tiens, c'est bizarre qu'il n'y ait personne qui soit responsable quand il y a des morts d'hommes, quand il y a des empoisonnements, quand il y a des radiations. Personne n'est responsable. Alors justement, Carlos Ghosn, vous, l'ancien patron du CAC 40, qu'est-ce que vous pensez des lanceurs d'alerte, puisque vous-même, vous avez un peu ce statut-là lorsqu'on vous entend dénoncer un système. Est-ce que vous êtes prêt à entrer en guerre contre le système-là que vous dénoncez? Non, moi, franchement, je n'ai pas envie de rentrer en guerre avec qui que ce soit. Moi, je vous l'ai dit, je suis en guerre contre le système d'otages, parce que premièrement, j'en suis la victime, et deuxièmement, parce qu'il y a beaucoup de gens que j'ai vus souffrir de ce système, et que tous les avocats qui m'ont aidé au Japon sont tous des militants pour éliminer ce système. Et je dois une certaine solidarité vis-à-vis de ces gens-là, compte tenu de l'aide qu'ils m'ont donnée. Bon, voilà. Je ne vais pas me battre contre toutes les inéquités qui existent dans le monde, je ne le ferai pas. Ce que je suis en train de dire, puisque vous me posez la question, c'est que, est-ce qu'il y avait des soupçons? Oui, il y a des soupçons sur ce qu'on appelle le Japan Inc. C'est-à-dire que les Japonais cachent entre eux des choses de manière différente quand ils sont entre eux. Bon, et on l'a vu, on a plein d'exemples, puisque à chaque fois, quand il y a eu l'affaire des airbags, etc., la presse mondiale s'est quand même un peu déchaînée en disant, écoutez, c'est pas normal qu'il n'y ait personne qui soit responsable. Par contre, quand il y a des étrangers, alors là, l'inculpation est immédiate. Donc ce système de discrimination, d'un côté, enfin, regardez le cas de Saikawa. Saikawa, il est pris la main dans le sac sur une manipulation sur ses stock options. Il y a eu soi-disant un audit par Nissan, très sérieux, très robuste, qui a été fait. Ils ont tout trouvé sauf l'affaire Saikawa. L'affaire Saikawa, elle a été dénoncée par Greg Kelly, qui a parlé à la presse en juillet. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont été obligés de faire une enquête. Et lui, il a dit que oui, il l'a fait, il a touché de l'argent qui est indu, il rend l'argent. Saikawa qui est leader, non, mais alors, qu'est-ce qu'il a eu? de Nissan. Mais qu'est-ce qu'il a eu? Une petite tape sur la main. Monsieur Saikawa, on vous remercie, il est parti. Pourquoi il ne va pas en prison, lui? Pourquoi il n'est pas arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Alors il y a deux justices pour les étrangers, pour les Japonais, pour... Carlos Ghosn, en France, dans le milieu politique, il y a des voix qui s'élèvent maintenant pour dénoncer justement l'inertie des autorités françaises. On a entendu par exemple Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, ou encore Éric Woerth pour LR. Est-ce que vous êtes rassuré quand vous entendez ces voix s'élever? Écoutez, j'apprécie que les voix se lèvent. Je mesure le fait que ce ne sont pas des voix qui s'élèvent pour moi, mais qui s'élèvent pour un citoyen français. Et j'apprécie le fait que aussi bien Mme Le Pen que M. Mélenchon estiment qu'un citoyen français doit être défendu quoi qu'il arrive, et que le non-respect des droits de l'homme doit être aussi, je dirais, quelque part accusé, doit être mis en relève. Et je pense que dans le cadre du Japon, la façon dont ils m'ont traité est une façon qui n'est pas digne d'une nation qui a signé les traités de respect des droits de l'homme. C'est ça ce qui me paraît Pourquoi évident. cette inertie française? Est-ce que vous pensez que les autorités donnent le là finalement aux syndicats, aux gilets jaunes qui sont en guerre avec le patronat? Je pense que quelque part, quand vous êtes patron en France, vous êtes déjà un peu un paria, quoi. Hein, un paria privilégié, mais vous êtes un paria. Je dirais, le patron est un mal nécessaire. On ne sait pas faire sans les patrons. Si on pouvait se passer des patrons, je pense qu'on l'aurait déjà fait depuis longtemps. On ne peut pas en passer. Et donc, c'est des gens qui sont mal aimés. Et donc, vous devenez un paria. Moi, je ne demande pas à être au-dessus des lois, mais je ne demande pas aussi. Je ne peux pas accepter d'être en dessous des lois. Ce que je souhaite, c'est qu'on me traite comme un citoyen, comme les autres. Et je pense que ce que Mme Le Pen a dit d'un côté et ce que M. Mélenchon a dit de l'autre côté, c'est exactement ça. Un Français est un Français. Il ne peut pas être au-dessus de la loi, mais il ne peut pas être en dessous de la loi. Beaucoup de spéculations autour de votre évasion. Il y a des médias qui laissent entendre même qu'Alexandre Benalla, finalement, il est lié via des sociétés à votre fuite. Lui, il a démenti. Quand vous entendez ce type de rumeurs, ça vous agace, ça vous fait sourire, vous démentez aussi? Franchement, c'est irrelevant, comme disent les Anglais. Ça n'a aucune espèce d'importance. Des tas de gens qui vont dire ceci ou cela. Moi, je ne fais pas de commentaires. J'ai dit pourquoi, et donc... je laisse passer les légendes. Ça n'a aucune espèce d'importance pour moi. Évasion spectaculaire qui alimente tous les fantasmes, qui prête même à sourire. On le voit dans les médias, mais finalement, quand on regarde de près cette affaire, c'est une saga médiatique, certes, une saga judiciaire et diplomatique, et finalement, ça ne fait pas tant sourire que ça. La situation, elle est quand même très grave, très sérieuse. Comment est-ce que vous voyez-vous évoluer les choses?
je ne sais pas comment elles vont évoluer. Ce que je veux dire, c'est que moi, ça ne fait ni sourire, ni pleurer. J'ai expliqué pourquoi j'ai quitté le Japon, j'ai expliqué dans quelle perspective je me trouve. Tout le reste, c'est le public qui décide. Hein, s'il veut en faire une blague, s'il veut en faire une tragédie. D'ailleurs, il y a les deux. Hein, il y a les gens qui... Vous êtes certain, vous, de pouvoir vous en sortir dans cette bataille judiciaire, bataille diplomatique aussi? Madame, je pense que les certitudes ne font pas partie de ce monde. Ce qu'on peut faire, la réalité, c'est ce que vous battez pour avoir. Donc moi, je n'ai pas de garantie, qui que ce soit. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que je vais me battre. C'est que je ne suis pas dans la catégorie des victimes consentantes et fatalistes. Je vais me battre contre un système que je trouve profondément injuste et je vais me battre contre une opération qui était une opération montée contre moi de beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de mensonges, beaucoup de distorsions et surtout beaucoup de moyens. Il y a des choses que vous regrettez, on ne va pas reparler des affaires de Versailles par exemple, mais est-ce que vous allez maintenant changer des choses dans la façon dont vous vivez, dans votre mode de vie? Non, mais je ne pense pas. Mon mode de vie est mon mode de vie, il est ce qu'il est, c'est quelque chose qui me concerne à moi, je ne suis pas un personnage public, ni politique, donc... je vivrai à ma façon. Ceci étant dit, il est évident que les montages qui ont été faits sur un certain nombre d'épisodes, ça a été fabriqué très facilement parce que je n'avais pas droit à la parole. C'est facile, si vous voulez, quand quelqu'un est en prison, de taper dessus, de sortir des tas de choses en sachant qu'il ne peut pas se défendre, il ne peut pas se prononcer. C'est très facile quand je suis maintenu au Japon en résidence surveillée et qu'on m'interdit le droit à la parole, de m'attaquer. C'est facile. Là, maintenant, ce sera différent. Merci beaucoup, Carlos Ghosn, pour nous avoir accordé cette grande interview sur RT France. Merci. Et merci à vous de votre attention. Une grande interview que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux en podcast et sur notre site internet rtfrance.tv. À très bientôt.